Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Banderanera. Ce soir, pour cette nouvelle émission, nous allons développer une thématique qui est malheureusement d'actualité dans nos pays de démocratie avancée, à savoir les restrictions accrues des libertés de pensée, de publication, concernant, c'est une nouvelle inquisition, cette diabolisation qui sévit dans notre pays depuis déjà un certain temps, en Europe occidentale en général, mais particulièrement dans notre pays, depuis les lois liberticides dont le champ s'est élargi depuis le début des années 70. Donc diabolisation, nouvelle inquisition, pensée unique, ce sont les thématiques qui vont nous occuper ce soir. Alors je suis entouré, outre bien sûr le célébrissime Lord Tesla, la technique qui rend cette émission possible, par deux vieux complices, Jean-Louis Roumegas qui est là. Bonsoir. Et Georges Fentracol. Bonsoir aux auditeurs de Méridien Zéro. Dont je rappelle qu'il est le leader maximo du site Europe Maxima et qu'il a sorti récemment un ouvrage qui traite des problématiques est-européennes, Regard à l'Est. Réflexion à l'Est, mon cher Georges. Vous êtes toujours là pour me rattraper. Heureusement, je peux compter sur vous. Donc ce soir, pour débattre de ces problématiques d'une actualité brûlante, qui malheureusement ne sont pas près de cesser de l'être, nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir Robert Ménard. Bonsoir. Bonsoir Robert, ainsi que deux représentants désormais des habitués de notre studio, notre nouveau studio d'ailleurs, c'est une première pour eux. Donc les deux représentants de la rédaction d'Éléments, qui viennent de sortir son dernier numéro justement titré « La diabolisation continue », dont véritablement on aura un billet qui va nous réunir tous. Donc Pascal Esséric, bonsoir. Bonsoir. Et Patrick PL. Bonsoir. Donc Pascal Esséric étant, je le rappelle, rédacteur en chef de cette honorable revue qui nous est chère, et Patrick PL, le directeur artistique. Alors je vais laisser tout d'abord le soin à mon complice Jean-Louis Roumegas de présenter rapidement Robert Ménard d'un premier temps pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, oui, pour les quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, parce que je pense que votre nom est désormais célèbre. Donc, vous êtes né en 1953. Dans une famille, je pense que ça a son importance, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir par rapport à une petite brochure que vous venez de sortir d'un milieu qui était plutôt d'un milieu pied noir, qui était plutôt a priori pro-Algérie française, et rapatrié évidemment après la fin de la guerre d'Algérie. Dans votre jeunesse, vous avez été plutôt proche de l'extrême gauche, comme militant, avant de vous investir à la fin des années 70 dans la mouvance des radios libres. Et bien sûr, sur cette période-là, on aura beaucoup de choses à dire. Vous avez fondé Reporters sans frontières en 1985, donc essentiellement sur la question du traitement des conflits dans le tiers-monde, mais pas seulement. Association donc, que vous avez quittée, dont vous avez démissionné en 2008. Depuis, en fait, on a pu vous entendre sur divers médias, que ce soit à iTélé, mais également dans l'animation de la revue Média, que vous avez contribué à relancer. Également sur RTL, et évidemment radio aussi. Voilà, tout à fait. Ces apparitions ont été source de polémiques dont les médias français sont friands, pour un certain nombre de déclarations que vous avez pu faire, qui généralement étaient frappées au coin du bon sens. Mais il semble que le bon sens se soit éloigné de notre cher pays. Et donc, ces polémiques, on aura là aussi l'occasion d'y revenir. C'est en gros des procès d'intention qui ont pu vous être menés sur différents points de vue, mais également sur des décisions courageuses que vous avez prises en donnant la parole à des gens qui sont maintenant au banc ou qui sont ostracisés du système médiatique et du système politique d'une façon générale. Je pense en particulier soit à Alain Soral, mais également à Bernard Lugan ou à Thierry Messiaen, et également des prises de position de soutien à Éric Zemmour. On peut même citer Alain Benoît et Rénal Séché dans le dernier numéro de Média. Tout à fait. Encore récemment, vous avez écrit une petite brochure, Vive Le Pen, qui là aussi a provoqué son torrent de réactions. Et donc là aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir. Quel bilan dressez-vous aujourd'hui du paysage médiatique français ? Oui, autant attaquer les choses par la... Autant dire une question un peu ouverte. Voilà, autant attaquer par la face nord. Oh, écoutez, c'est compliqué. Sur votre sensibilité. D'abord, c'est compliqué parce que les médias, ça veut rien dire. Ils sont pas tous sur la même position. Ils sont pas tous de la même nature. Aujourd'hui, il y a les médias grand public.
faute de parler de médias de masse, enfin ils sont en général la même chose, des médias de masse. Là, l'espace, puisque c'est sur ce terrain-là que je suppose que vous avez envie que je réponde, l'espace de liberté, le pluralisme, il existe, mais avec des bornes effectives. C'est-à-dire que si en gros vous êtes de tout ce que vous voulez à gauche et de la droite classique, il n'y a absolument aucun problème. Je veux dire, le problème de la liberté d'expression en France et dans les médias traditionnels, il est celui de la droite. Même si vous n'en faites pas partie, et moi je ne me sens pas forcément de cette sensibilité-là, pas du tout. Je veux dire, chaque fois que j'ai à défendre la liberté de la presse, ça finit par défendre toujours les mêmes. Parce que c'est Bernard Lugan, comme historien, que vous avez besoin de défendre. Ça m'a valu les pires ennuis dans les endroits où je suis allé, où je suis encore. Une de vos émissions a été censurée, d'ailleurs. Absolument, une émission avec Bernard Lugan. Je pourrais recevoir un fou furieux de marxiste-léniniste historien que je n'aurai absolument aucune remarque. Je pourrais le faire tant que je veux. Donc, ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a autre chose, c'est Internet. Alors, sur Internet, là... Et ce sont des médias. Là, il y a une liberté de parole, une liberté de ton, qui n'est pas sans poser d'autres problèmes, mais qui existe. Mais en même temps, comme journaliste, je n'ai pas envie de me retrouver dans des médias, ne le prenez surtout pas mal, mais en gros des médias marginaux. Je ne veux pas ne pouvoir m'exprimer que dans des médias qui sont en gros, qui parlent aux mêmes et qui sont faits par les mêmes. J'ai envie d'être dans des médias de grande diffusion. Vous avez compris, Robert, que notre marginalité les subit. Hein. Nous aussi, si nous pouvions nous exprimer dans des médias grand public, large audience, nous le ferions. Le problème, c'est qu'on n'est plus là. Quoi. On n'a même jamais été là, en tout cas. Le problème, c'est que moi, je suis là, mais avec toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui consiste en gros, à me dire, tu peux dire ça, et puis il y a une limite. Puis la limite, je la connais assez. Il y a des sujets qu'il est tellement délicat d'aborder. En plus, de temps en temps, vous intégrez ça. Et pour finir sur votre question, ce que je crains, c'est que l'air du temps n'est pas à l'impertinence. Et c'est pas juste lié à l'arrivée de la gauche. Ce serait faire un mauvais procès à la gauche, en l'occurrence, là-dessus. Ça va pas s'améliorer avec eux, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'eux pour ça. Je veux dire, on est dans un moment là où... mais c'est pas, comment vous dire, c'est pas le pouvoir, c'est pas les directions des médias, c'est les journalistes, c'est mes confrères avec qui j'ai des problèmes. J'ai pas des problèmes, j'ai des problèmes avec les directions des médias de temps en temps, mais aussi avec le type qui a 20 ans, qui sort d'une école et qui me casse les couilles avec un certain nombre d'affirmations où dès que je dis le contraire, dès qu'il dit une chose, c'est l'objectivité, et moi, dès que je dis quelque chose, évidemment, c'est le summum du coupable. Absolument. Et donc, on est là. Non, l'air du temps n'est pas à l'impertinence. Est-ce que du mouvement des radios libres de la fin des années 70, puisque vous avez créé une radio en 1978, est-ce que c'est l'impertinence que vous auriez à retenir de cette période-là, ou est-ce qu'il y avait d'autres qualités, d'autres fondements qui rendent cette période et ce mouvement des radios libres particulièrement intéressant? D'abord, le mouvement des radios libres, c'était un truc complètement hétéroclite. D'abord, il y avait des gens qui avaient flairé immédiatement la bonne affaire financière que ça pouvait être. Tant mieux, moi je les ai croisés à ce moment-là. Énergie, mais tant mieux, je veux dire, envol, honnêtement, il y a des gens qui écoutent ça, je vois pas pourquoi, moi ça me gêne pas. Bravo pour eux et le talent qu'ils ont eu à faire ça. Ensuite, il y avait des radios comme moi, j'ai créé Radio Pomarède, c'était une des premières, on était la deuxième radio en France après Radio Vert. 78, c'est précoce. Hein, même avant ça. 60, bien avant la gauche. Non, mais bien avant ça. Les premières émissions sont de 76. Je ne sais pas si vous imaginez. Et tout. Et en même temps, si j'aurais écouté aujourd'hui les émissions, je serais affolé. Parce que, alors, dans la bien-pensance, putain, on était le summum de ça. Hein, il faut dire. Hein. Vous pouviez tout. Je suis en train de réfléchir maintenant, c'est pour ça que ça me fait rire. Je veux dire, on enfilait toutes les perles de l'époque. C'est-à-dire, on était gauchiste et on pensait que le gauchisme était le nec plus ultra de la pensée et de l'intelligence. L'Olympe de la pensée. Absolument, donc il y a ça. Et en même temps, il y avait des esprits plus intéressants que ce que j'étais. Je pense à un Lefébure qui était le père de la radio libre, à Antoine Lefébure, le père de la radio libre, qui était un type, oui, qui avait envie d'impertinence, c'est-à-dire qu'il y avait des curiosités que je n'avais pas à l'époque et des envies de faire entendre des gens auxquels je pensais même pas, que je connaissais pas d'ailleurs, plus simplement. Le problème, c'est que tout ça n'a pas duré. Et là, encore une fois, il y a des radios associatives aujourd'hui. Et moi, vraiment, j'ai plaisir à aller chez eux et je suis jamais
jamais je vais dans les grands médias et par les petits, parce que je l'ai tellement subi que je ne le fais pas subir aux autres. Et tout ça. Mais en même temps, c'est d'une marginalité qui est terrible, parce que ça veut dire que c'est comment vous dire, c'est le cache-sexe d'une bien-pensance généralisée. Il ne faut pas mettre en avant les radios libres, pas parce que je les méprise, parce qu'il ne faut pas qu'elles servent d'alibi à des gens qui rêvent que tout le monde pense comme eux. Et c'est ça que ça pourrait être, un alibi qui pèse pas lourd dans l'audimat, et c'est embêtant. C'est embêtant. Qu'est-ce que vous retenez de l'expérience de Reporters sans frontières ? Parce que vous avez souvent été, alors parmi les critiques qu'on a pu entendre, c'était que finalement que Reporters sans frontières s'intéressait surtout à l'étranger. En même temps, c'était quand même le but de l'association. Qu'est-ce que vous en retenez ? Mais c'était un mauvais procès, je veux dire. Un mauvais procès d'abord parce qu'il était porté par des gens qui pensaient souvent qu'on était des gauchistes échevelés. D'où le fait, dès que j'ai quitté Reporters sans frontières et dès qu'on m'a interrogé sur d'autres questions que la liberté de la presse, déjà un certain nombre de gens ahuris à l'idée de découvrir qu'un mec qui était un des patrons d'une des plus grosses organisations au monde dans le domaine des droits de l'homme était absolument pas gauchiste. Mais alors, si Dieu sait que je n'ai pas ces idées-là, je les ai pas, et puis je les ai pas depuis très longtemps et tout. Donc, c'est la première chose. Donc, le malentendu, il était de nous coller des étiquettes qu'on n'a pas. Vous savez, les droits de l'homme, ici, comme c'est cul et chemise avec la gauche. Si vous dirigez une organisation de défense des droits de l'homme, ça veut dire que vous êtes de gauche. Donc, premier mauvais procès. Le contraire est inconcevable, quoi. Était inconcevable. Ils n'arrivent même pas à se le représenter, inconcevable, quoi. pour les gens qui étaient mes interlocuteurs. Et qui le sont encore aujourd'hui. Deuxième mauvais procès, c'est que oui, vous le disiez, on n'était pas là pour ça. C'est pour ça qu'on a racheté Média. Je l'ai racheté avec un certain nombre de copains et avec Reporters sans frontières, j'étais le patron à ce moment-là, donc ça fait 8 ans maintenant, c'était donc ça doit être en 2004. On l'a racheté d'abord parce qu'il venait de faire faillite, donc on l'a racheté pour pas beaucoup d'argent, pour dire les choses brièvement aussi. Puis on l'a relancé avec des copains, des gens qui me faisaient confiance en termes de pub et tout ça. Et justement parce que comme Reporters sans frontières, c'était pas fait pour faire ça. C'était pas fait pour mener cette critique-là. Et Média, c'était un lieu où on essayait, alors vous pouvez aimer ou pas aimer, c'est autre chose, où on a essayé de faire ce travail-là. Troisième point, attendez, j'ai quand même pas l'imbécilité de penser qu'il est plus difficile, malgré tout ce que je viens de dire et ce que vous pensez vous-même de la bien-pensance qui règne ici, d'un certain nombre de choses. Attendez, moi, je risque pas d'aller au goulag. Il faut quand même juste ne pas se tromper. Et qu'un certain nombre de gens qui développaient ces critiques par rapport aux Reporters sans frontières et qui avaient l'air de se faire passer pour des héros de la liberté de la presse, héros de la liberté de la presse en France, c'est quand même plus confortable qu'en Arabie Saoudite, en Chine ou à Cuba, je vous le dis tout de suite. Et donc j'avais quelque chose, alors moi comme je suis pas adroit dans mes formulations souvent et tout, j'étais exaspéré par un certain nombre de journalistes qui venaient de dire mais quand même vous parlez pas des pressions qu'il y a ici. Oui, il y a des pressions, mais les pressions c'est pas celle de direction des médias, c'est d'abord de celle dans les conneries dans lesquelles vous êtes et ce que vous pensez. Et deuxièmement, je veux quand même pas faire de je sais pas qui, de Sérillon, comment vous dire, une espèce de victime d'une répression qu'il a jamais connue, et juste parce qu'on l'a jeté d'une chaîne de télévision, et je veux dire, il n'est pas un opposant birman, permettez-moi juste de pas tout à fait confondre, et d'avoir un peu plus de respect pour l'opposant birman que pour Noël Mamère comme victime du grand monopole de l'État sur l'information. Non, mais on avait une fâcheuse tendance dans ces milieux-là, cela jouait grand soir, des sortes de simulacres, des révolutions, se mettait en scène en quelque sorte, sur un mode totalement fantasmatique en quelque sorte. Et c'est très français depuis mai 68, on connaissait un petit peu ce type de représentation et de comportement, quoi. Et donc, je dis pas, attendez, je veux pas dire qu'il n'y avait pas des critiques légitimes, je pourrais dire ce qui n'a pas été bien, Reporters sans frontières, où on a fait les erreurs et tout ça, mais pas sur cette critique-là. Parce qu'en plus, je veux dire, elle venait d'un certain nombre de gauchistes qui sont vraiment où ils vous assomment de bêtises. Enfin, comment ils s'appellent toute cette mouvance-là, à Crimed et tout ça. Crimed, enfin, oui, ils n'ont jamais foutu les pieds dans un média pour dire autant de conneries à la minute. Croire que la piétaille journalistique
je choisis à dessein ce mot-là, serait, vous savez, maintenu sous la botte par des directions des médias qui seraient vendues au grand capital. Mais enfin, vous rêvez ou quoi? La Pietaille en question, le jour où elle arrive à la tête des médias, elle y arrive avec les années qui passent, elle est aussi terrible, elle est souvent plus emmerdante, plus bien pensante, plus médiatiquement correcte, plus historiquement correcte, j'en profite puisque je sais qu'il y a 2 profs d'histoire ici, plus insupportable que n'importe qui. Et cette vision lutte de classe dans les médias, j'aime bien Régis Debray, mais je veux dire, c'est qui sait pas comment fonctionne un média pour penser que le bas clergé dans les médias, il serait d'un coup Régis Debray porteur... comme ça. Comment? Bien sûr. Tout médiologue qu'il soit. Et tout. Non mais attendez-moi, c'est un Il type... raisonne comme ça dans votre revue. Dans Média, il a donné une interview qui disait qui ça, disait très absolument. exactement ça. Et attendez-moi, je l'adore. Comme quoi, il a du talent et tout. Il a beaucoup de talent. C'est un des mecs qui pense bien. Voilà, c'est un des types qui pense bien quand même. T'entends quand vous. Il y a encore ce type de représentation. Absolument. Sa prime jeunesse. Pas tout à fait, il n'a pas tout à fait tort quand il dit que, je reprends le terme piétaille journalistique, c'est Davos plus le multiculturalisme et la démocratie de marché. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il a le sens de la formule. Attendez, c'est en partie vrai, je caricature à dessein ce qu'il dit là. Mais il y a l'idée quand même que la base des journalistes est au fond l'incarnation de la révolte par rapport à un système médiatique qu'elle n'est pas. C'est pas parce que vous avez une... Comment ça veut dire? Je veux dire, comment dire? C'est pas la fragilité économique qui produit la bien-pensance dans les médias et cette espèce d'impossibilité que vous avez de recevoir tel ou tel. Moi, j'ai des problèmes avec mes rédactions, avec les journalistes de base, qui ne sait pas qui est, je sais pas, Alain de Benoît, pour prendre un exemple ici, et qui pense que Alain de Benoît, il est sulfureux. Mot qui permet de renvoyer au diable quelqu'un sans évidemment avoir besoin d'argumenter un brin. Qui plus est, il n'en a jamais lu une ligne. Parce qu'en plus, vous êtes dans un monde où les gens ne lisent pas. Ils lisent un résumé dans le Nouvel Obs, dans l'Express et dans le Point. Ils croient et ils sont persuadés au bout d'un moment qu'ils ont lu le livre. C'est ça le pire. C'est qu'en plus, non contents de penser qu'ils sont du côté de la vérité, ils sont du côté du bien, ces gens-là. Ça veut dire que vous êtes paralysés parce qu'il n'y a plus de critique possible. C'est juste ça que je veux dire. Je ne dis pas que tous les journalistes sont à mettre dans le même sac et tout ça. En même temps, quand vous voyez qu'au CFJ, enfin quand même, ils simulent un vote pour les élections présidentielles et il n'y a pas un type, ni une fille qui dit qu'il vote à l'extrême droite. Horreur et putréfaction, et même à droite. Et quand on interviewe dans Média le directeur de l'école, il dit, comme argument, vous l'avez peut-être lu, ils n'ont pas osé le dire. Attendez, c'est pire encore. C'est comme c'était une excuse. Enfin, il est gentil, mais enfin, c'est pas une excuse. Que les mecs, ou qu'un jeune garçon et une jeune fille n'ose pas dire dans une école de journalisme d'extrême droite. Je lui demande même pas de le dire parce que là, évidemment, c'est un suicide professionnel. Mais voilà, qu'il soit de droite, ça en dit terriblement. Et alors, c'est vrai qu'ils forment pas les bataillons du journalisme, les écoles de journalisme, c'est pas vrai. Mais ils forment l'élite de ce que ils forment ceux qui seront à la direction des médias. Ce qui peut engendrer un décalage croissant entre le monde médiatique et ce qui serait convenu d'appeler le pays réel, si on reprend ce vieux terme horatien, mais en tout cas, bon, c'est très bien à quoi s'en tenir. Georges ? Alors, vous dites que les journalistes ne lisent plus, mais que font-ils de leur journée alors? Ils lisent la presse. Donc le système, c'est le serpent qui se mord la queue. Absolument. Vous savez, il y a pas de ficelles qui sont tirées, tout ça. Ce serait trop commode d'une certaine façon. On les couperait, on n'en parlerait plus. C'est pas ça. C'est qu'on est dans un monde où qu'est-ce que je peux vous dire? J'essaye de pas exagérer. 90% de l'information qui est diffusée, elle est diffusée parce que votre concurrent ou Le Parisien, le matin, Le Monde, l'après-midi, parle de tel ou tel sujet. Au fond, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on vit rivé sur, quand on travaille dans une chaîne d'infos comme moi,
on vit rivé avec le regard sur les concurrents. Il y en a 2 là en l'occurrence. Ça veut dire que c'est une obsession, mais ça prend des formes caricaturales. Ça veut dire que... je vais vous prendre un exemple, parce que sinon après ça devient des discours en l'air. Je veux dire, on diffuse, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre le dernier discours de Jean-Marc Ayrault. Allez, prenons un discours. On va tous le couper en même temps. Ça veut dire qu'on va tous regarder qui on le coupe. Et dès que le concurrent le coupe, il n'y a plus de raison de le couper. On se demande pas si c'est intéressant ou pas intéressant. C'est secondaire. Il faut faire du breaking news. C'est-à-dire, tu coupes, tu fais direct, même si ça n'a strictement aucun intérêt. Mais, ça a un intérêt, c'est le voisin. Le concurrent, il faut voir ça. Deuxième problème, et moi je vois, dans les problèmes, moi je fais des interviews. Donc sur iTélé. Sur iTélé ou à Sud Radio. Ouais, c'est moins vrai. À Sud Radio, c'est plus facile pour moi. Mais à iTélé, la première question qu'on vous pose, vous dites, je reçois un tel. C'est, ah mais je le connais pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit, mais je vous jure, attendez, c'est pas ça. Je vous le jure, sur la tête de ma fille. C'est-à-dire que le premier critère, c'est pas s'il est... Alors, c'est pas rassurant. Hein. Vous avez compris, c'est même pas s'il est sulfureux. Il n'y aurait que ça. Encore, vous direz, tant pis, Bernard Lugan, je vais pas pouvoir le recevoir, je le citerai, enfin, je me trouverai un autre moyen. Non, c'est-à-dire que il n'est pas connu. Alors, tu dis au type, naïvement, mais enfin, attends. Il est juste peut-être intéressant. C'est pas exactement la même chose. Ah non, mais ça veut dire que tout le monde soit contre-fou. Et ça, c'est pas parce que le journaliste est de droite et de gauche, parce que c'est comme ça que fonctionnent ces machines à produire de l'information. C'est-à-dire qu'elles broient, y compris les gens. Les gens, ils ont appris ça. Les gens, ils ont appris. Et moi, je l'intègre. Le problème, c'est que vous l'intégrez. Et ensuite, dernier problème, mais c'est un vrai problème pour moi. Ça veut dire que vous dites pourquoi les journalistes sont pas impertinents. Mais parce que moi, il y a tout un tas de gens qui ne veulent plus venir dans mes émissions. Et quand votre job, c'est juste d'interviewer des gens, et moi, mon job, c'est d'interviewer des gens, c'est un problème qu'un certain nombre de gens ne veulent plus venir. Parce que, je ne sais pas, qu'une Martine Aubry, quand elle était la patronne du PS, elle l'est encore, je suis la preuve du contraire, veuille pas être interviewée par moi, c'est un vrai problème. Comme en plus, vous êtes dans des médias où il n'y a pas un réflexe qui serait celui de la presse anglo-saxonne qui serait de dire « Mais madame, il n'y a pas de problème, mais on ne vous reçoit plus. » C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui décidez par qui vous êtes interviewé. Voilà. Comme il n'y a jamais ça, comme, in fine, on lui propose, in fine, que je dis, dans les 10 secondes, on lui proposera qu'elle ne soit pas dans votre... Ah oui, mais écoutez, alors vous c'est pas chez Ménard, ce sera chez un tel. Puis c'est réglé, ça veut dire que les gens ont vite compris que c'est pas un problème et que donc ils peuvent aller où ils veulent. Et c'est un problème, enfin c'est comme si, j'en sais rien, un boulanger, les gens disaient je veux plus de son pain. C'est juste un problème pour lui. Moi, si les gens me disent je ne veux plus vous accorder d'interview et que c'est à droite, à gauche, à l'extrême droite, non, à l'extrême droite, moins, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, sur un malentendu. Comme j'ai écrit à Vive Le Pen, tout le monde pense que je suis d'extrême droite. Donc, c'est non, et puis attendez, je les reçois. Voilà. Puis je les reçois pas plus gentiment, mais pas plus durement que d'autres. Donc c'est vrai que c'est une telle différence que déjà ça fait une révolution. Donc dans les médias règne le mimétisme, la connivence et une forme d'ignorance, d'inculture. Mais il règne que c'est le même monde. Les journalistes politiques et les politiques, c'est les mêmes. C'est des relations incestueuses. Mais attends, ils finissent dans les mêmes lits. Enfin, attendez. Oui, on le voit. Attendez. Non, mais attendez. Juste, c'est un symbole. Moi, je n'ai rien contre la campagne de François Hollande. Je la connais pas, donc je vais pas en dire du mal. Mais on a un chef de l'État qui vit avec une journaliste qui veut continuer malgré tout à faire du journalisme. Enfin, attendez, je veux dire, voilà, on arrête là. C'est caricatural ce que je dis là, mais c'est un résumé de tout ce qu'on dit là. C'est une certaine normalité, comme on dirait les socialistes. Non, mais enfin, je rigole. Vous êtes abasourdi, juste abasourdi. Je veux dire, on a eu ici, pardon, je finis, un chef de l'État qui s'appelait Jacques Chirac, qui était interviewé par 2 femmes, dont les 2 mecs étaient 2 ministres. C'était François Mitterrand. Oui. Pardon, c'était François Mitterrand qui était interviewé, je dis des conneries. Et Anne Sinclair. Voilà. Attends, toutes les 2, elles vivaient avec 2 de ses ministres. Enfin, vous vous dites, attendez, mais j'hallucine.
Moi, j'ai reçu des leçons de déontologie d'une fille qui s'appelle Audrey Pulvar, qui trouvait pas qui trouve pas problématique d'interviewer des socialistes qui sont en concurrence avec le mec avec qui elle vit à la télévision. Enfin, vous dites juste, et elle vient m'expliquer que non, quand même, j'ai des idées problématiques et tout. Mais elle, son journalisme, il n'est pas problématique. Enfin, vous dites, attendez, je sais pas, vous dites à un moment donné, je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être, à force de me retrouver minoritaire dans ce discours-là, je me dis peut-être que j'ai perdu tout contact avec la réalité. Et en même temps, dès que je sors dans la rue, les gens me rappellent que je suis plus près de la réalité que ne sont mes confrères. Vous avez évoqué la presse anglo-saxonne. Est-ce qu'il y a plus d'anticorps et de résistance en fait à ce type de relations incestueuses ailleurs? Mais attendez, je ne vais pas parler d'histoire devant un historien qui va me ramener aux bêtises et aux approximations que je fais. Mais il faut voir comment elle est née, la presse française. La presse française, elle est née à l'ombre du pouvoir politique. Je veux dire, c'est très très différent de la presse anglo-saxonne ou de la presse allemande qui est née dans une logique commerciale. C'est-à-dire, on faisait de la presse pour gagner de l'argent. Voilà. Non, mais commercial. Voilà, mais attendez, moi, j'ai pas peur du mot. Mais je préfère ça, parce que la logique, elle n'est pas la même. Voilà. La logique, elle n'est pas la même. Pourquoi, à un moment donné, on a pu s'exprimer ce que les gens ont dit, c'est une espèce de nouveau réac dans les médias et tout. C'est parce que juste, ça marche bien. Mais ça marche encore bien. Aujourd'hui, attendez, moi je suis intervenu à RTL, il y avait un truc qui s'appelait La Langue de Vipère, il suffisait que j'y sois, on n'était plus les uns ensemble, que ce soit Elisabeth Lévy, Rioufol et tout, pour qu'évidemment on ne soit plébiscité. Ouais, je vais y arriver, il y a des mots comme ça en fin de soirée, qui posent problème. Vous gagnez la langue de vipère du fait des élections. Mais chaque fois parce que les gens se retrouvaient là-dedans, parce que ça leur paraissait tellement c'est différent à l'oreille. J'étais pas forcément d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Rioufol et pas d'accord avec ce que dit Zemmour, forcément. Oui. Elisabeth Lévy, c'est pas ça. C'est une espèce de musique qui faisait qu'ils disaient tiens, il parle comme nous, quoi, avec les mots. Elle en parle, Elisabeth Lévy, dans son dernier livre, elle fait référence à entre guillemets ces nouveaux réacs. Elle vous cite d'ailleurs et elle montre bien qu'il n'y avait pas d'idéologie commune derrière tout ça. Simplement, on se voit jamais. Moi, je suis copain avec Elisabeth parce qu'on a fait un livre où on s'est engueulé sur le livre sur l'antisémitisme en France parce qu'on n'a pas les mêmes conceptions sur ça et tout. Non, c'était pour répondre à vous. C'était ce qui a changé. Et le problème, c'est que la presse anglo-saxonne, c'est que la presse française, malgré ça, malgré par exemple le fait que ça marche pour ça, leur premier réflexe, c'est un réflexe politique, c'est que, je dis, ils aiment le débat mais convenable, ils ont envie de l'impertinence mais sans les risques de l'impertinence, ils aiment bien que vous leur fassiez peur par rapport à ce que vous dites, mais en même temps ils ont peur de ce que vous dites. Enfin moi je vis ça tous les jours, régulièrement, c'est ah oui quand même. Pourquoi tu dis arabe? Je sais pas dire beurre, maghrébin. Ah ouais, parce qu'un arabe et un maghrébin, figure-toi que c'est pas exactement la même chose, je n'ai pas compris. Pourquoi tu dis pas black? Nous on dit black, toi tu dis noir, parce qu'en français, black ça serait dit noir, donc je dis noir. Mais vous rigolez, mais c'est là-dessus que j'ai des engueulades, là-dessus. Ça va vous paraître... C'est rien, mais c'est juste... On a des codes d'une novlangue qu'il faut respecter. C'est juste insupportable. C'est juste insupportable. C'est juste pas. Et tout, ça veut dire que vous avez des discussions, vous pinaillez sur Vous savez, moi, j'ai des émissions où il y a une question qui est posée sur la question. Il faut faire toujours sur la formulation de la question. Je veux dire, moi, dans un débat, je sais pas, quand je discute avec les gens, je dis normalement, est-ce que ce type dit une connerie? Je veux dire, est-ce que... Des conneries? Oui, et alors... Vous pas dit, quand même. Mais non, mais vous rigolez, enfin, moi... Non, mais moi, sans doute, je vous le dis, je vous jure, j'en sors épuisé.
Vous êtes Moralement- épuisé. Moralement, oui, ça doit être Non, épuisant. épuisé. Oui, et c'est moralement épuisant, c'est fatigant, c'est comme nous tous. On en parlait ensemble tout à l'heure. est humains, On a nous, envie, ensemble, puis on a alors. envie d'être aimé par les gens. Quand vous arrivez de temps en temps dans des endroits, On a envie de se vous- sentir intégré, Ouais, ou compris. voilà. C'est humain. Voilà. C'est-à-dire, on a tous nos limites. Après, il y a des questions de degrés selon les personnalités et tempéraments de chacun. Mais effectivement, c'est humain, le besoin de se sentir reconnu, un minimum, respecté, et puis juste compris. que ce soit un peu voilà. confortable, Bien sûr. que vos adversaires. Il y a déjà assez de choses sur le fond se battre, que ce soit pas le type à côté de vous et tout ça. Attends, Dieu merci, il faut que je rajoute, parce que sinon c'est des bingos. Tout ça, moi je suis aussi entouré de temps en temps de gens qui n'ont pas mes idées, qui ont envie de m'entendre. Ça leur fait plaisir de m'entendre à la télé à côté d'eux, même s'ils critiquent et tout. Mais ça reste un truc minoritaire. Majoritairement, et écoutez, ce Vive Le Pen, ça a été... Vous attendiez d'ailleurs à autant de. Je suis assez con pour pas m'y attendre complètement, il faut dire. On reparlera Parce que du ma deuxième aussi. Ma Tout à l'heure. femme qui a écrit, puisque Emmanuel Emmanuel Duverger. Duverger et mon épouse, elle m'a dit mais comment tu t'attendais pas, on a fait un truc pareil, et elle me dit tu recommences avec Vive l'Algérie française et tout ça. Non mais il y a une démarche un peu suicidaire. En octobre 2011, vous êtes intervenu à la journée de réinformation organisée par Jean-Yves Le Gallou et la Fondation Nous étions Polenia. là. Nous étions présents. Moi, j'étais Pascal était intervenu le présent, matin. plusieurs personnes dans ce studio étaient présentes, moi-même j'y étais. Et ensuite, il y a eu... Canal+ a diffusé un reportage dans le cadre de Dimanche Plus, animé par Anne-Sophie Lapix, un reportage consacré à Marine Le Pen, et il y a eu 10 minutes autour des soi-disant connexions qu'opérait le Front National et vous. Et un moment après votre intervention, il y a eu une personne dans la salle qui a dit « Bienvenue parmi les réprouvés ». Par les maudits. Par les maudits. Parmi les maudits. Et cette personne estimait que du fait de votre parcours, le fait que vous ayez, c'était juste à la sortie de Vive Le Pen, le fait que vous subissiez des tombereaux de personnes qui n'avaient absolument pas lu votre petit fascicule, cette personne a pensé que voilà, vous étiez de nouveau, vous étiez tombé parmi les réprouvés, chose que cette personne connaissait depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, avec le temps, qu'en pensez-vous ? Je veux pas m'auréoler d'un mot qui est un joli mot. Et puis ce serait prétentieux et tout. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment de payer chèrement une liberté de parole et juste de payer chèrement une idée toute stupide. C'est que j'ai envie de recevoir des gens qui pensent pas comme moi. J'ai envie juste d'entendre des points de vue qui sont pas entendus facilement. C'est juste un truc de b.a.-ba. C'est digne d'une dissertation de classe de terminale sur qu'est-ce que vous pensez de Voltaire. On vole à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, par exemple, j'étais abasourdi du papier haineux dans Le Monde avant même que j'aille donc à l'invitation de Jean-Yves Le Gallou, la Ouais. Fondation Polémique. Mais en même temps, je serais allé de la même façon, je vous le jure. D'abord, j'y suis allé et j'y retournerai. Si l'humanité, à la fête de l'humanité, on m'invite. Moi, j'ai de bons rapports avec Patrick Le Yarrick, le patron de l'humanité. Il m'a dit, on devrait faire des choses ensemble. Et j'ai dit, Patrick, avec plaisir, tu m'invites à l'humain. Mais enfin, en plus, je me sentirais pas, en décalage. Parce que d'abord, il y a des choses dans ce que disent des communistes que je partage et tout ça. Donc le problème n'est pas là. Et puis ça m'intéresserait. Mais quand je lis, il s'appelle Abel Mestre, c'est le type. Le grand spécialiste, Non, mais entre guillemets, de l'extrême non, droite mais dans le j'ai monde. lu il y a 2 jours dans Le Monde un papier sur une enquête de l'organisme de contrôle, vous savez, financier. Ouais, et tout ça, c'est juste un papier ordurier. Pourquoi il est ordurier ? Parce qu'au 2e paragraphe, il dit qu'il n'y a aucune suite judiciaire. Ça l'empêche pas d'en faire un titre accrocheur et de faire un papier entier sur un truc qui a débouché sur rien. Enfin, il fait, lui, des papiers sur toutes les enquêtes qui débouchent sur rien en France. C'est juste dégueulasse, mais profondément dégueulasse. Et ça me révolte. Mais ça me révolterait de la même façon si on le faisait sur un type qui me déteste, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et en plus, dans des émissions, moi, je lui rends hommage à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui veut pas répondre à une de mes questions. Enfin, vous dites, c'est un monde à l'envers. On est dans un monde de fous.
de fou. En réprouvé dans les faits, il faut pas exagérer, mais oui, en difficulté. Et en même temps, vous avez compris, j'ai pas envie de ne m'exprimer qu'à Radio Courtoisie. Je ne veux pas être tout à fait légitime. Ce Mais phénomène bon, n'a-t-il voilà. pas commencé quand vous avez sorti en 2003-2004 le premier livre, c'était sur la tyrannie des bien-pensants, où déjà vous commenciez à une... Sur le chapitre sur la loi Guesso, Exactement. mais je n'avais pas mesuré le tombereau d'insultes qui a été le nôtre. Enfin, Ne parlons même pas de la pétition pour Vincent Renoir, là. Non, mais attendez, attendez. L'empirer. Ce qui me protège à l'époque, c'est que je suis le patron de Reporters sans frontières. Ce qui rend mon propos plus difficile à caricaturer. Et je l'ai j'ai toujours bénéficié de ça. Ça veut dire que... qui vous donne une certaine légitimité, voilà, aussi, en tout cas, de vos détracteurs éventuels. Mais enfin, je peux vous raconter des anecdotes. Bonjour l'antisémite quand j'arrive, des gens qui me serrent pas la main, des personnes qui refusent de participer à une émission. Je me rappelle, comment elle s'appelle, j'ai une mémoire de poisson rouge. Comment elle s'appelle, la femme de l'ancien patron d'Arte? Il y a des philosophes ici. Comment il s'appelle, le patron Jérôme Clément. Adler, non. Oui, comment Laura elle s'appelle pas la femme, sa sœur. Catherine Clément. Jérôme Clément. Catherine Clément, la Clément. psychanalyste. Je vais juste vous raconter un truc. Catherine Clément. J'arrive à l'émission après ce premier livre, j'arrive à l'émission de je l'ai jamais raconté, tiens, comme ça. J'arrive à l'émission de Franz-Olivier Gisbert, que je connais et tout ça, qui me reçoit. C'était une émission littéraire, vous savez, où vous lisez le bouquin des autres, les bouquins des autres, et les autres lisent les vôtres. Oui, il en a fait évidemment. plusieurs. Voilà, dans le ça. PAF, mais bon. Et donc, j'avais lu le livre de l'époque de Catherine Clément, je m'en souviens plus du titre. Et donc, il me dit, Catherine Clément, Robert, il m'appelle, il me dit, Robert, j'ai quelque chose à te dire. Catherine Clément n'est pas là. Je dis, elle est malade. Enfin, il y a un malaise, je ne la connais pas, il y a un problème et tout ça. Il me dit, non. Elle me dit, non, mais je dis, il y a un souci. Elle m'a dit qu'elle ne s'asseyait pas à côté d'un antisémite. Alors, des fois que vous serez contagieux, hein, Non, donc mais bon, parce attendez. qu'on en est là aujourd'hui. Non, mais je lui dis juste, incroyable. c'est une intellectuelle. Elle a lu ce que j'ai écrit, elle en a conclu que j'étais antisémite. Ce qui faisait, vous rigolez, mais ce qui faisait que Non, tous les nous, ça débats, nous il fait pas fallait rire, que mais je on- commence on un débat en rigole. disant non, je ne suis pas antisémite, même si je suis contre la loi Guesso. Et je n'en peux plus de devoir montrer patte blanche sans arrêt. Vous pouvez être contre la loi Guesso. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça a comme rapport avec l'antisémitisme? Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis contre la loi Guesso parce que je trouve que c'est inique du point de vue de la liberté d'expression. Mais comme je suis contre la loi sur le génocide arménien, mais je ne pense pas que la Shoah n'a pas existé ou que le génocide arménien n'a Que pas c'est existé. pas à des parlementaires à légiférer sur l'histoire. Voilà, Bon, c'est on juste va ça. discuter l'histoire. Oui, mais sauf que... Laissons l'histoire aux historiens. Enfin, bon, nous, on est sauf que d'accord. moi, je suis obligé aujourd'hui, chaque fois, de commencer par dire, rappelez, mais non, attendez, j'ai pas dit ça, je dis pas ça, juste, je suis contre les lois mémorielles et tout ça. Et quand vous discutez avec un certain nombre d'historiens, chers historiens, j'en connais un certain nombre de gens qui m'ont répondu et qui ont répondu à Média que sur les autres lois mémorielles, mais que sur la loi Mais Guesso, quand même, on ne pouvait pas y revenir, ça posait d'autres problèmes et tout ça. Certains Là, sont vous plus égaux tombez- que d'autres dans ce Là, traitement. vous, hein, tombez bon. vous tombez à la renverse. Ouais. Mais même si aujourd'hui vous tapez sur Taubira, on me fait des histoires. Cette prise de conscience sur la bien-pensance du milieu médiatique, ça a été une prise de conscience progressive sur les années 90, début des années 2000, où il y a eu des événements où à un moment vous vous êtes dit « Ah oui, là, il y a un truc, on est en train de basculer sur autre chose ». Non, je le constatais à Reporters sans frontières depuis des années. À Reporters sans frontières, dès que Reporters sans frontières disait quelque chose qui n'était pas dans le créneau de ce qu'il est convenable de penser, c'était un problème. Par exemple, sur Cuba, moi je l'ai mesuré. Cuba, c'était une dictature pas comme les autres, quand même. Daniel faisait la bise à Fidel. Hein, Oui, donc, mais voilà. elle avait un pois chiche à la place du cerveau. Je l'ai fréquenté assez pour vous le dire. Je veux dire, attendez, on va Daniel arrêter. Sécu, ses Voilà. leaders maximaux. Ouais, mais attendez, mais exotique. c'est pas qu'elle. Mais C'est imagine bien. globalement, c'était toute une génération. Quand vous disiez, enfin, c'est juste une dictature, basta. Ah non, quand même, tu peux pas dire ça, tu peux pas L'école renvoyer. gratuite. Voilà, tu peux pas renvoyer ça avec un régime militaire. C'est quand même pas Pinochet. Non, c'est pas Pinochet, mais enfin, il faut pas déconner. Et tout ça. Et donc, vous le mesuriez. Je le mesurais sur ce terrain-là.
En tout Le cas, problème, c'est que moi, je ne parlais que de ce terrain-là. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on me demande mon avis. Sur Donc Alain Benoît, que vous avez interviewé de manière très brillante dans le dernier numéro de Média, d'ailleurs, dans son dernier Mémoire vive, qui a eu un certain retentissement, son ouvrage un petit peu autobiographique et qui aussi dévoile un peu son itinéraire métapolitique, dit que le glissement a commencé à se faire dès la deuxième moitié des années 80, par rapport à son expérience personnelle, quoi. Ou encore, à l'époque, on faisait une relation des recensions de ses ouvrages, des fameux colloques du Grèce, même dans Le Monde, dans Libération, et puis la chape de plomb a commencé à tomber à partir du milieu des années 80. Et c'est allé, bien sûr, en s'aggravant, et de manière croissante, avec aussi les lois liberticides qui sont nées à partir de la loi de Guesso, et l'aggravation de ce phénomène jusqu'à nos jours, en tout cas, dès la décennie 2000. Lui, le date et vous allez peut-être pouvoir nous rebondir là-dessus, le date du tournant de la rigueur de la gauche, c'est-à-dire que la gauche ayant échoué dans le domaine économique, social, avait besoin fait diversion. Fait diversion, et donc avait besoin d'affirmer, Il s'est mis sur le chemin de la morale. Voilà. C'est à partir des SOS années 80. Racisme 1983, la marche des potes. Il y a une chose à regarder si vous avez l'occasion sur Internet, c'est les vieilles émissions d'apostrophes. Vous apercevez le ton de liberté qu'il y avait et les invités. Jean Mabillard, Alain Benoît. Vous avez une émission extraordinaire où vous avez Bernard-Henri Lévy avec à côté Maurice Bardèche qui était l'ancien beau-frère de Robert Brasillac, et ils ont une discussion. C'est-à-dire que même Bernard-Henri Lévy discutait sur un plateau de télévision avec quelqu'un qui était quand même un collaborateur. Aujourd'hui, vous citez Robert Barzillac, vous êtes carbonisé. On l'a vu ce sont récemment. des choses qui avec sont maintenant inimaginables. Et c'est vrai que Pascal a raison. La gauche, à un moment, s'est retrouvée. Moi, je le mettrais même un peu avant. Oui. Il y a 78. 78, ils perdent les élections. Ils s'aperçoivent que le pouvoir culturel pourrait aussi leur échapper. Et il y a cette manie de diabolisation de l'autre, pour ne pas pouvoir lui répondre. C'est le réflexe du sectarisme aussi, Il y a ce réflexe. presque c'est leur ADN génétique quelque part. Et c'est vrai que dans le cadre d'Alain de Benoît, on voit bien que à partir de 79, il y a cette fameuse campagne qui est menée, mais qui en fait fait connaître la nouvelle droite. Et c'est à partir des années 80 où il va commencer à descendre, puis devenir quasiment jamais invité sur le moindre plateau de télévision, quoi. Voilà, obligé de s'auto-éditer dans des petites coopératives éditoriales, alors qu'avant il sortait des ouvrages à la Table Ronde, chez Albert Michel, donc chez Robert Laffont. Donc on parle d'Alain Benoît parce que c'est un exemple, c'est presque un paradigme, mais bon, il n'est pas le seul. Voilà, pour rebondir tout à fait sur le. Il y aurait à travailler sur cette question-là. Je crois qu'il y a Mais plusieurs choses. Il y a du travail qui a été fait. Je sais pas, Alain Benoît avait sorti, la Nouvelle Droite avait sorti un petit recueil que j'ai failli amener ce soir qui s'appelait La Nouvelle Inquisition, au début des années 90, où déjà, à travers plusieurs affaires, c'est la fameuse affaire des Rouges-Bruns en 93. C'était avec l'Idiot International, les Dernalier, Limonov, Jean-Paul Cruz. Déjà, ça avait fait. Aujourd'hui, on va en parler des Roses-Bruns tout à l'heure, mon cher Pascal, concernant le dernier élément. Mais... En fait, c'est depuis 79, tous les 3-4 ans, il y a ce genre effectivement d'affaires, de complot, de campagne de presse. De campagne de presse. Alors ça a été... il y a eu les Verts bruns d'ailleurs, souvenez-vous. Jean Brière à l'époque, à Lyon. Ginette Scantrani. Mais surtout Jean Brière à Lyon, qui avait été complètement carbonisé. Antoine Wechter, qui avait souvent dû à des débats. Moi, je me rappelle. La guerre en Yougoslavie a été un moment incroyable où il y a des gens qui se sont retrouvés mais diabolisés. Par l'événement de jeudi, je me rappelle, j'ai gardé le numéro. La guerre du Golfe, c'est passé. L'opposition à l'intervention militaire occidentale. Régis Debray. Régis Debray. Mais déjà à l'époque du Kosovo, il était parmi plusieurs. On avait établi la liste des grandes familles qu'il fallait blacklister. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il y a l'idée pour la gauche elle le fait maintenant. Elle le fait maintenant quand elle est dans l'impossibilité de changer ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la situation économique des gens et tout. On trouve d'autres moyens. Là, je veux dire, on va rien changer. Vous allez voir la rigueur, ce que ça va être dans quelques mois. Mais il y aura le mariage homosexuel. Et je veux dire, il y aura toute une partie des gens qui retiendront ça des années en cours, comme ils ont retenu la suppression de la peine de mort, oubliant le tournant de la rigueur en 83. On est impuissant au niveau social, on fait du sociétal. Mais il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a aussi, mais je ne sais pas si c'est concomitant, je ne sais pas. Il y a aussi l'idée que, en tout cas dans les médias, arrive à la tête des médias la génération de mai 68. C'est-à-dire qu'il y a cette génération-là. C'est-à-dire une génération qui, sous prétexte qui
hurler, il est interdit d'interdire, et qui, forte de cette légitimité-là, va interdire tout un tas d'expressions de façon plus violente que n'importe qui ne l'avait fait avant elle. Alors, il y a peut-être d'autres éléments, mais je ne sais pas. Moi, j'ai pas bien Ils ont réfléchi. gardé leur réflexe de jeunesse, d'auto-exclusion, d'exclusion. On savait très bien que les scissions, les dissidences multiples étaient un sport national dans l'extrême gauche, pire encore que dans ce qu'il est convenu, en tout cas, d'appeler l'extrême droite, de manière diabolisée et diabolisante. Donc, ils ont gardé ce type de réflexe, même s'ils ont abandonné l'idéologie. Aujourd'hui, bon, il est moins dur de militer sur un mode presque sacerdotal. Au contraire, aujourd'hui, bon, la plage plutôt que les pavés, quoi. Pardon, Ouais, il y a un élément, je pense que SOS Racisme, c'est un élément essentiel. Ah, mais non, ça se Parce met encore. que C'est notre c'est jeunesse, plusieurs d'entre nous. C'est quelque chose qui rend aujourd'hui insupportable. C'est eux qui sont l'incarnation de tous nos problèmes dans les médias. Puis on voit Pas seulement sur l'histoire du racisme, mais sur le poids des associations. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous imaginez la peur, pas de perdre un procès aujourd'hui, la peur seulement que quelqu'un dise qu'il va vous faire un procès, parce qu'il est absolument plus nécessaire aujourd'hui qu'il y ait vraiment le procès. Il suffit qu'on vous menace d'un procès pour être marqué au fer rouge et pour que toutes les directions se disent « Ah, vous imaginez l'incarnation, alors là, de la bien-pensance qui sont toutes ces associations, et qui pourraient demain vous faire condamner, même si vous ne l'avez pas été. » Et je le dis parce que moi, je fais une autocritique là-dessus, parce que, évidemment, à Reporters sans frontières, j'ai soutenu ça. Évidemment, j'ai été un des responsables d'associations qui s'est battu pour qu'on ait, comme on dit, le droit de ester en justice, c'est-à-dire de parler au nom des victimes, pour dire clairement. Et nous, on l'a fait. Et je pense que là, il y a eu un problème. C'est un petit truc de droit, de rien du tout, mais qui est une espèce de peur par rapport à la liberté d'expression, une menace terrible. Vous savez pas, être menacé de poursuite par SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, ou que sais-je encore, c'est la pire des choses qui puissent vous Il arriver. y a eu l'affaire Pétré-Grenouillot, quand les associations africaines sont intervenues pour essayer de sanctionner cet historien sur la traite négrière. tout ça, Cran et compagnie, quoi. Il était parfaitement terrorisé. Il y a eu, vous nous parlez, tout à l'heure, je parlais des connivences. Et y aurait-il vraiment des connivences au sens que l'entend Emmanuel Ratier avec l'influence du siècle ? Il y a des réseaux. Bien sûr, il y a des réseaux, bien sûr, que de participer une fois par mois au siècle à la place de la Concorde, à l'Automobile Club. Avec tel ou tel. Nous, on a fait quelque chose dans le média sur ça. Bien sûr que ça participe à créer des liens. Et bien sûr, moi je le vois à mon niveau. Quand vous connaissez trop les gens, vous ne leur parlez pas de la même façon que quand vous les interviewez pas de la même façon que quand vous avez des vraies distances avec eux. Ça, évidemment, ça pèse. Mais je crois que c'est un épiphénomène. Vraiment, je crois qu'on pourrait se passer du siècle. Ça ne changerait pas grand-chose, malheureusement. Tu sais, je dis pas que ça n'a aucune importance. Évidemment que les pressions... Ça participe d'une réalité. Non, parce qu'évidemment, voilà, les liens avec un certain nombre de grands patrons dans les médias, le fait de s'interroger sur qui possède les médias, ça a aussi des conséquences. Je ne dis pas que ça n'en a pas. Mais tous ces facteurs-là me semblent trop facilement invoqués par les journalistes pour excuser leur lâcheté. C'est ça qui me semble. Moi, je suis exaspéré. Je suis souvent même de parti pris parce que dès que je les entends parler de qui possède les médias, oui, alors la nomination du PDG de l'audiovisuel public par le chef de l'État ou par le CSA, ça me semble tellement une façon de se dédouaner de leur propre responsabilité. Vous croyez vraiment que demain, ce sera, que France Inter sera moins un repère de gauchistes parce que ce sera plus, je sais plus qui, comment il s'appelle, le patron de Jean-Luc S. Pour France Inter, c'est Philippe Val. Non, mais je parle du PDG de Jean-Luc S. Non, du PDG de Radio France, qui est pas... Oui, c'est Jean-Luc S, en l'occurrence, je pensais à... ce sera plus Jean-Luc S qui sera nommé, mais je pensais en même temps à la télévision, en même temps dans ma tête embrouillée. Vous croyez que vraiment ça va changer quelque chose ? Parce qu'il sera nommé par le CSA. Est-ce que vous croyez que jusqu'à présent, un seul membre du CSA, un seul président de l'audiovisuel public a été nommé sans qu'on demande l'avis du chef de l'État ?
Vous y croyez vraiment? Et vous croyez que demain, même si on demande l'avis de l'opposition, ça va changer quelque chose sur ce qu'est France Inter? Vous croyez vraiment que France Inter, comme les journalistes de France Inter veulent le faire croire, ils sont menacés par le pouvoir politique et que demain, hier, la droite voulait les faire taire et qu'ils étaient menacés tous les matins? Mais enfin, vous écoutez France Inter, vous vous dites, enfin, ils nous racontent des bobards, je suis fou, j'écoute pas la même chose qu'ils font, ou France Info, enfin, vous vous dites, mais c'est pas possible. Et je peux plus supporter ces arguments qui sont avancés, vous avez compris, par mes confrères, pour les dédouaner de leurs responsabilités qui sont primordiales. Les principaux ennemis de la liberté de la presse, ce sont les journalistes. C'est pas le pouvoir politique, c'est pas je sais pas qui, le pouvoir économique. Et Jean-François Kahn, il a tort quand il nous raconte que sous Sarkozy, c'était l'horreur absolue. Que Sarkozy ait envie d'intervenir, mais en fait, attendez qu'il intervienne, moi ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est que les journalistes résistent pas. C'est juste ça le problème. C'est la résistance. On pourrait le perdre des problème. avantages très matériels et bon. Mais même et pas très parce humains, qu'ils, oui. parce qu'ils En pensent, plus, oui. parce qu'ils En pensent plus, comme mais bien ça. sûr, oui. En plus, ils ont même pas Et en besoin plus de d'un ça, désordre. il n'y a pas que ça, mais bien sûr. Patrick. Non, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, le système est tellement sophistiqué que plus personne a besoin d'intervenir. Mais c'est vrai qu'à une époque, et je pense à l'époque du Figaro Magazine, quand on a diabolisé la nouvelle droite, l'argument à l'époque, c'était sur Robert Hersan. On disait, Robert Hersan, vous avez peut-être intérêt à faire attention, parce que votre passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne faudrait pas qu'il ressorte. Et aujourd'hui, à partir de ça, je pense que les journalistes s'auto-censurent de toujours avoir la peur qu'on leur raconte. Tu sais, ton poste, ça serait embêtant que tu perdes ton émission, que tu perdes... Et en fait, c'est de l'autocensure. Il n'y a plus besoin d'un système. En fait, le siècle est très marrant, c'est vrai, à avoir, à agir. Ce qui est encore pire. Et effectivement, il n'y a plus besoin de ça. Moi je prends l'exemple, on parle, et on en parlera tout à l'heure, de la gauche populaire, qui est un mouvement très intéressant, qui a décidé chez les intellectuels de gauche, qui est un peu l'opposition du think-tank Terra Nova. Il commence à avoir des journalistes qui leur disent « Mais vos idées, l'insécurité culturelle, c'est un peu des idées lepénistes. » Et là, il y en a certains qui commencent à avoir la trouille. Oui. C'est-à-dire qu'on leur dit « Comment ça, nous on parle d'insécurité culturelle, on pense que le discours de Terra Nova ne nous plaît pas. On peut en discuter, on est d'accord ou pas d'accord. » Et c'est à l'intérieur du Parti Socialiste. C'est à l'intérieur du Parti Socialiste. Puis vous commencez à avoir des petites voix, à Libération, à Nouvelle Obs, en disant « Mais en fait, cette gauche populaire, un peu quand même l'insécurité culturelle, c'est un peu nauséabond. Gauche populaire, droite populaire, vous avez, attention, le lepénisme arrive. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Quand nous, on décide d'en parler, il y a certaines personnes de la gauche populaire qui ont peur, qui en disent mais pourquoi vous parlez de nous, vous éléments? On dit mais on dit du bien de vous, on dit simplement que vous avez des bonnes idées. Oui, mais éléments c'est sulfureux, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont intoxiqués par ça. Oui. Et ensuite se font leur propre autocensure. Mais ils ont intériorisé ça presque comme des réflexes pavloviens aujourd'hui. C'est presque. Je vais vous dire, moi. Et là on parle même pas de l'extrême droite. On parle, c'est à l'intérieur du Parti socialiste. Ce que vous venez de dire, c'est vrai que moi, quand il y a des journaux, quand Minute fait un truc très sympa sur moi et tout, ça, je suis à la fois content. Oui, ça fait toujours plus plaisir quand les gens disent du bien. Mais surtout, je mesure les conséquences que ça va avoir pour moi. Ça veut dire que de temps en temps, je me passerai bien des compliments de Minute. Je vous le dis tout simplement. On peut vous comprendre. Et attendez, c'est pas dans votre logique. Et quand, pour ce petit Vive Le Pen, un certain nombre de gens à la manif sur Jeanne d'Arc le 1er mai défilent en montrant Vive Le Pen à la télévision, je vous dis pas... Bien sûr, c'est pas une bonne publicité pour vous, ça c'est sûr. Non. Et quand Marine Le Pen a cité un certain nombre de gens avec toujours la même bande et tout ça en disant ils sont courageux. Elisabeth Lévy, vous-même, qui étaient les seuls résistants. Je vous dis pas si ça vous fait de la pub au milieu des journalistes. Quoi. La journaliste Sophie Coignard avait écrit un très bon livre où elle expliquait quand on voulait étouffer une info, il fallait la donner à Minute. Et quand Minute la sortait, plus personne n'osait la reprendre. L'affaire Mazarine, c'est bien connu. Exactement. Ouais. Parce que Mazarine le message plus que jamais était dans Minute, donc si Minute en parlait, c'était que des bêtises et la grande presse n'en parlait pas. Oui, c'est Emmanuel Ratti qu'on avait reçu dans une émission il y a à peu près un an consacrée à Serge de Beketch, où il rappelait justement qu'en effet une partie, et ça le ministère de l'Intérieur par exemple sous Pasqua l'avait bien compris,
puisqu'en effet, pour dégonfler un certain nombre d'affaires, il les livrait, en fait, il les faisait passer à minute. Ce qui permettait, du coup, qu'en effet, l'information soit carbonisée et discréditée. Alors c'est vrai, Robert Ménard, que depuis quelques années, enfin surtout depuis 2 ans, vous avez multiplié les occasions pour les censeurs de tout poil de vous tomber sur le paletot, à travers plusieurs déclarations que vous avez faites, des propos qu'on considère comme homophobes lorsque vous parlez de vos enfants. C'est juste insupportable de dire homophobe. Mais bien sûr. Là, je cite un petit peu la manière dont vous dépeint vos positions en faveur de la peine de mort, de la torture par rapport à l'affaire Daniel Pearl, et surtout, dernièrement, les 2 petits opuscules dont vous avez sortis, le Vive Le Pen que vous avez signalé tout à l'heure, et le récent Vive l'Algérie française, sans parler dans votre revue Média des derniers numéros où vous avez interviewé de manière très libre, je l'ai dit tout à l'heure, des Alain de Benoît, des Rénal Sécher, des Bernard Lugan, donc... y compris le caricaturiste Conque. Voilà, donc là, je pense... Qui est là le summum. Alors là... Effectivement, là, vous avez plus que tendu des verges pour vous faire abattre, en tout cas. Bon, je ne sais pas si vous avez été vraiment conscient que là, vous risquez de vous carboniser complètement, de vous blacklister professionnellement et de rejoindre le camp des maudits, quelque part. Dans les mêmes numéros, il y a des gens qui sont pas ces gens-là. On n'a jamais fait un numéro où on a que des gens, en gros, marqués comme ça. Ah non, Conque, ça a été là. Là, c'est contaminé. Il suffit d'une personne qui est considérée comme malpensante, comme incarnant vraiment le mal absolu, savez, le mal métaphysique. Il y a aussi des surprises, parce que moi, en lecteur de médias, j'avais lu aussi une interview d'Edgar Morin, qui, lui, disait qu'il aimait lire les petits médias, enfin, ce qu'il appelait, lui, les petits médias, les petits journaux, dont Éléments, d'ailleurs. C'est à cette occasion qu'on a appris que Edgar Morin lisait Éléments. Il avait été interviewé dans le numéro spécial sur Nouvelle Droite en 85. Bon, on va pas faire de l'archéologie biographique. Mais bon. Donc, il y a quand même... il y a bien sûr une chape de plomb, mais il me semblait en tout cas que depuis 4-5 ans, grâce à, on vous a cité, Éric Zemmour, même des gens comme Yvan Roufiol, etc., il y avait quand même un desserrement. Alors ils sont 5 ou 6 sur 35 000, on est bien d'accord, mais il y a quand même quelque chose, une ouverture. Est-ce qu'elle va durer ? Est-ce que vous la voyez comme une ouverture ou pas ? Est-ce que c'est une fausse ouverture ? Enfin voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des logiques d'audimat aussi plus économiques qui se greffent là-dessus ? On en parle là. Je viens d'être viré d'ITélé. Ah, d'accord. C'est dans la presse cet après-midi, donc ça a été auquel malheureusement on peut ajouter aussi le fait que la revue Média va cesser de paraître. Vous l'avez déclaré aussi. Donc je veux dire, c'est juste ça, quoi. C'est juste. D'accord. C'est juste. Non, mais voilà, c'est pour ça que je suis peut-être un peu perturbé par ça, parce que c'est juste un problème, quoi. Et si c'est pas trop indiscret, vous révélez des souhaits. Bon, qu'est-ce que vous a rétorqué ? Quelle était la justification officielle ? La justification, c'était que on semblait découvrir que les interviews que je faisais mêlaient l'interview et ma subjectivité. J'ai dit, putain, ça fait juste 2 ans et demi que ça dure. Et elle me dit, mais les autres ne sont pas subjectifs. Non, et puis en plus, on ne sait plus très bien, me dit-on, quand vous posez des questions, si c'est vous, si ça engage iTélé, si ça engage la rédaction. Je crois que personne ne doute un instant que ça n'engage pas toute la rédaction d'ITélé. Il ne me semble pas que j'ai vu un seul de mes auditeurs, de mes téléspectateurs, penser une seconde que quand je pose des questions sur le ton où je les pose, pas plus tard que tout à l'heure, par rapport à une féministe, ça engagé l'ensemble de la rédaction des 200 journalistes d'ITélé. Non, je crois que juste, ce qui arrive à Éric, qui se retrouve marginalisé à RTL, Éric Zemmour. Parce qu'il est trop clivant, à ce qui paraît. Clivant, le nouveau terme. Et vous êtes aussi clivant. Voilà le problème. Yvan Rioufol, qui est plus invité, j'en discutais avec Yvan il y a quelques jours pour la fête de Causeur, comme quoi on se retrouve, cette bande de copains. Et il me disait qu'il était plus invité dans telle ou telle émission depuis plusieurs mois et qui s'en inquiétait et tout ça. Oui, je pense que l'air du temps est rude là un peu. En tout cas, le fond de l'air est rouge, comme dirait Mao Tse-tung. Il semblerait que Tung. pour Média, vous l'avez déclaré, je crois, dans un entretien sur Internet, la publicité vous coupe les vies. Comme ça s'est passé pour le Figaro Magazine ou Magazine Hebdo au début des années 80. Nous, on a perdu entre 80 et 85% de notre publicité en 2 ans.
Alors, il y a une partie qui est la crise économique. Attendez, ça, elle ne touche pas que médias. Puis l'autre partie, elle n'est pas de gens, comment vous dire, elle n'est pas de gens qui nous détestent, pas du tout ça, mais c'est des annonceurs qui disent... Tu comprends, moi je les connais un certain nombre, c'est des gens que j'aime bien. Tu comprends être dans les colonnes de ce journal, pour un certain nombre de gens, ils assimilent maintenant médias, vive Le Pen, ils se disent que t'es le péniste. Écoute, on verra plus tard, mais pour l'instant on va un peu arrêter. Alors quand ils sont 85% arrêtés, ça pose juste un on ne sait pas trop quand ils vont reprendre, surtout malheureusement. Hein, mais je crois que, enfin nous, je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre, mais pas tout de suite. Hein. Le petit desserrement dont vous parliez, Pascal, ça peut être aussi lié au fait à un effet de surprise au départ par un certain nombre de personnalités qui ont émergé, dont Éric Zemmour, dont il est vrai que par sa judéité, hein, de fait, le système ne l'a pas forcément vu débouler sur ce terrain-là. Et puis voilà, peut-être que maintenant 4-5 ans sont passés et puis la reprise en main peut se faire parce que l'effet de surprise est passé. Et puis les réactions aussi. Je crois qu'il y a eu Éric Zemmour à un moment a amené un effet de mode. Hein. Ça a marché. Mode, moi je me souviens et je crois que Éric Zemmour l'explique comme ça. Il est pris dans l'émission de Laurent Ruquier parce qu'il passe à une époque dans l'émission de Thierry Ardisson pour son livre sur le féminisme, hein, sur le sexe. Et le premier sexe. Sur le premier sexe, voilà. Et il s'en sort très très bien. Il est en face de lui, il est attaqué par tout le monde, etc. Et il fait le show. Et il fait un super show. Si vous avez l'occasion de revoir cette émission de Thierry Ardisson, où Éric Zemmour fait le show. Et la productrice, Catherine Barma, a fait « Il nous le faut. Il nous le faut pour l'émission. » Mais elle pense... À mon avis, à ce moment-là, elle pense qu'il est réac parce qu'il est simplement contre les féministes. C'est pas encore très très grave. C'est pas trop méchant. Et ensuite, la machine va se s'emballe. Avec les réactions aussi, surtout des officines de pensée, etc. Et RTL, etc. Et aujourd'hui, oui, j'ai l'impression qu'on remet les pendules à l'heure et que c'est un peu fini, hein, cette mode-là. Mais c'est sûr que là, comme vous le laissiez pressentir tout à l'heure, l'arrivée de la gauche au pouvoir ne risque pas d'arranger les choses à ce niveau-là, même si tout n'est pas réductible à cette... Je me suis aperçu à RTL que je pouvais dire tout ce que je voulais dans mettons, on refait le monde. Il y avait un truc qui m'ont jamais passé, et d'ailleurs ils me l'ont redit après quand ça a été terminé, c'était, j'ai dit au détour d'une émission, j'ai dit... c'est pas seulement que je vais vous dire exactement ce que j'ai dit. Je dis, c'est pas seulement que je comprends, mais j'approuve un certain nombre de propositions de Marine Le Pen. Et cette phrase-là, c'était ce que je ne pouvais pas dire. C'est pour ça que, et ça tombait en même temps que le Vive Le Pen. C'est-à-dire que vous pouvez tout dire tant que vous n'êtes pas à cette partie-là de l'arc politique. C'est-à-dire tout le reste est acceptable. Mais pas ça. Oh non, là, vous êtes mentalement carbonisé. Parce que par exemple, le lendemain de cette émission, Christophe Ondelat commence l'émission où je ne suis pas, en reprenant l'extrait de ce que je viens de dire là, pour dire aux polémistes, qu'est-ce que vous réagissez à ce qu'il a dit là ? C'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que c'était la limite, et je m'en suis rendu compte tout de suite après. Je me suis rendu compte que là, j'avais dit ce qu'on ne peut pas dire. Et en plus, de façon assez dégueulasse, en l'occurrence, de me reprocher ça, parce que quand après, il m'a dit, pas de la part de Christophe, mais de ce qui en a été tiré comme conséquence, après, Christophe Ondelat me dit, mais sur quoi ? Je lui ai dit, attendez, quand elle dit qu'il est inadmissible qu'elle représente 15% des voix et qu'elle n'est pas un sénateur ou un député, enfin, comment vous pouvez trouver qu'elle n'a pas raison ? Donc, j'avais pris en même temps des exemples qui ne sont pas problématiques et tout. Mais là, on est exactement sur la limite. Une fois, je discutais avec Elisabeth Lévy qui me disait, même si tu votes Front National, elle ne vote pas Front National et je ne vote pas Front National, elle disait, si dans ce métier, même si elle me disait, si je votais Front National ou si tu votais Front National, tu ne peux pas le dire parce que c'est suicidaire. C'est-à-dire que c'est la limite insupportable. C'est-à-dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, en gros, à gauche du Front National, même droite populaire, mais pas ça. Il y a un certain nombre de sujets qui sont inabordables. Et le sujet inabordable, c'est ça. C'est ça. C'est citer Lugan. Lugan, vous pouvez le piller, et Dieu sait qu'un certain nombre de gens le pillent, y compris de mes copains, donc que vous citez, pour sa lettre, que vous citez et tout ça. Mais
parler de Lugan pose un problème. Et mon vrai problème avec iTélé a été le fait, j'ai fait une émission avec Lugan qui a jamais été diffusée. Et le rédacteur en chef de l'époque me dit non, et je lui dis, tu l'as écouté? Il me dit non. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Attendez, Donc là, c'est une attaque. C'est une forme de discrimination. Non, mais attendez, je lui dis, tu plaisantes? Il me dit non, je sais qui est Lugan. Alors après, éberlué par l'audace qu'il a eue, un élan d'honnêteté, il va l'écouter, l'émission. Mais le premier refus, il me dit exactement ça. J'ai dit, tu l'as écouté? Il me dit non. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule? Tu me parles d'une émission que tu n'as pas écoutée. Comme la plupart des personnes qui vous ont critiqué sur Vive Le Pen, qui n'ont même pas lu le livre. Il y a des dizaines de papiers, des dizaines d'émissions et tout sur Vive Le Pen. Quand les gens me reçoivent pour ces papiers, il est impossible qu'ils l'aient lu. Parce qu'on ne l'a envoyé à personne, parce que le livre n'est pas fini. Vous entendez, il est pas fini. C'est-à-dire que le titre déjà. mais ils ne connaissent, ils n'ont même pas la 4e de couverture. C'est-à-dire, ils n'ont pas les 10 lignes. Non, ils n'ont rien. Moi, je pensais Que le titre. Non, ça veut dire. Il semblerait que vous soyez encore un peu naïf. Vous Attendez, aussi. je vois le nombre. Une des batailles que je mène dans les médias, c'est de ne pas recevoir des gens dont j'ai pas lu le livre. Stupéfait, pourquoi lire un livre quand on fait une interview? Parce que c'est mieux, me semble-t-il. Enfin, voilà. C'est aussi notre ligne, nos auditeurs le savent. Donc. On peut ne pas. Mais là, on avait battu tous les records, c'est-à-dire que on n'avait même pas, on ne s'était pas contenté. En gros, vous savez, dans la presse, vous recevez des argumentaires et tout ça, rien. Il n'y avait pas d'argumentaire, il n'y avait pas la 4e de couverture. Il y avait Vive Le Pen. 3 mots. Avec un point d'exclamation. Voilà. C'est vrai que le point d'exclamation était le 4e. Pour rejoindre ce que dit Robert Ménard, nous on avait pris dans un article, parce qu'il y a des perles sur Twitter, il faut suivre les journalistes, c'est l'endroit à la mode. Et on avait Claude Askolovitch qui se plaint. Beaubardor, voilà, qui se plaint auprès d'un journaliste de Causeur d'avoir interviewé Marine Le Pen. Alors, le journaliste qui s'appelle David Degou, il fait mais comment tu peux le savoir? Tu ne l'as pas encore lu, il n'est pas encore paru. Et la phrase de Claude Askolovitch, elle est incroyable. C'est l'interview en soi est une validation. Le fait que Causeur décide d'interviewer Marine Le Pen est déjà un acte. Tu cautionnes? On cautionne. Attendez, Et là, on est dans le délire. Tu ne termines pas la phrase. En fait, la phrase, c'est l'interview en soi est une validation, surtout dans ce contexte, affirmer la néonormalité frontiste avec laquelle on débat. Je vais vous raconter une anecdote. Le jour où j'ai signé la pétition pour comment il s'appelle Vincent Renoir. ce garçon qui dit des bêtises plus grosses que lui, mais passons sur ce détail-là. J'étais tous les matins, 2 fois à l'antenne sur iTélé dans un face-à-face avec Claude Askolovitch. Vous savez ce que me dit Claude Askolovitch quand il voit ça? Il me dit, tu nous le paieras. Ah ben au moins c'est franco. Hein. Je ne vais pas dire de porc, mais bon. Non, mais attendez, c'est textuellement, tu nous le paieras. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous le paieras. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-on mettre derrière le nous? Voilà, tu nous le paieras. Nous, on a une petite idée, mais bon. Non, mais attendez. Non. Moi, je ne fais pas de paranoïa et tout ça, et de complot. Mais juste, tu nous le paieras. J'ai dit, mais enfin, ça fait juste 15 ans, 20 ans que j'explique que je suis contre la loi Guesso. Donc un mec est emprisonné au nom d'une loi que je condamne, donc je condamne l'emprisonnement de ce type-là. Je lui dis, ça me semble le béaba, tu nous le paieras. Oui. Tu nous le paieras. Voilà. Imaginez-vous au Moyen-Âge faire ça vis-à-vis d'un tribunal de l'Inquisition. Oui, mais Dieu merci, on ne brûle pas encore des gens. Non, on ne brûle pas, mais on vous carbonise médiatiquement et socialement. C'est un petit peu différent. Pardon? Et encore l'Inquisition, c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on peut. Bien entendu. C'est pas en tout cas l'image qu'on donne de la fameuse série Inquisitio là, qui a fait d'ailleurs. D'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, que j'ai pu voir. Oui, c'est Pascal. Mais en fait, c'est la multiplication de ce genre d'oukases. C'est de plus en plus public. Nelly Caprielian dans Les Inrecuptibles, par exemple. Encore des phares de la... Oui, mais elle dit explicitement les romans de zut. Dantec? Non, c'est pas Dantec, c'est c'est les romans.
de Denis Tillinac. Suinte, Tillinac. et pourtant Denis Oh là là. Tillinac, c'est pas. Oh voilà. oui. Un personnage vraiment sulfureux, Dominique Oui, Tillinac, oui, hein, mais franchement, bien, ouais. elle dit, ces romans suintent le français de souche. C'est dégueulasse quand même. C'est La dégueulasse. France moisie, Non, mais on disait attention, à l'époque. attention. Il lui a très bien répondu. Il lui a très bien répondu dans Valeurs Actuelles. Voilà, exactement. Ouais, non. Et il lui a très bien répondu dans Valeurs Actuelles, mais ça veut dire qu'elle-même, elle est dans un rapport très complexe entre le site F de souche, le Skelly, et les oukases qu'elle aimait, quoi. Donc et ça c'est pas la première fois. Par exemple, pour Renaud Camus, il faut voir que Jérôme Garcin, dans le Nouvel Observateur, entre guillemets, a dit Renaud Camus, ferme ta gueule. C'est entre guillemets, il y a 3 semaines dans le Nouvel Obs. On s'en fout, personne n'a rebondi là-dessus. Moi, je trouve ça incroyable. Je voudrais terminer toujours sur cette affaire Renaud Camus avec le directeur adjoint de Libération qui s'appelle Sylvain Bourmont, qui a quand même viré, c'était un pigiste donc on s'en fout, mais qui a quand même viré un pigiste de Libération parce qu'il avait interviewé Renaud Camus. Alors justement, je trouve ça, voilà, c'est... Pascal et Patrick, le moment est venu un petit peu que vous nous présentiez davantage cette dernière livraison de la revue d'Éléments, dans le numéro 144, avec une couverture qui ne sera pas indifférente, Alors, en tout cas qui va se faire remarquer on a dans décidé, les rayons. Beaucoup de rouge, un petit cercle blanc et puis un signe on a polaire. décidé de faire la couverture que les Inrecuptibles pensent faire d'ici quelques mois. Voilà. Parce que c'est un peu bon, ça. à ce Ouais, point, c'est un peu c'est- ça. Moi je l'avoue, en tant que directeur artistique, en fait, j'ai repris cette idée sur un de mes anciens professeurs qui s'appelait Roman Cieslewicz et qui adorait jouer avec les croix gammées. C'est celui qui a créé l'autre journal. Qui avait D'accord, créé ouais. une couverture un peu similaire où il avait marqué, il y avait une croix gammée qui arrivait dans le rond et il avait marqué quoi de neuf pour dire l'arrivée des idées extrémistes. Pourquoi on a joué cette provocation ? Parce que cette croix gammée, et vous pouvez regarder dedans, elle est remplie de noms et de gens qui n'ont mais strictement rien à voir Les uns avec les autres. les uns avec Voilà. les autres, mais Jean qui Raspail, tous, Elisabeth Lévy, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Michel Houellebecq, qui, Ali Finkielkraut, etc. qui Bon, tous, on va pas à un tous les moment citer, ou mais- l'autre, ont été soupçonnés d'eux. Et il n'y a pas pire que ça, parce que quand vous êtes dans le monde des idées, ce qui est le cas d'Éléments, c'est qu'à partir du moment où on vous soupçonne d'eux, extrême droite, idées nauséabondes, etc., vous ne défendez plus vos idées. Vous êtes obligé de vous défendre vous-même, De justifier, de justifier en permanence. Et ça, c'est terrible, parce De que... donner des gages même. Bah oui, Voilà. ça en arrive C'est pas bien, à oui. des gages. Et on sait, nous, à travers pas mal d'affaires, donc par exemple l'histoire des Rouges-Bruns au moment de la guerre en Serbie, que certains intellectuels ont été obligés un peu de renier leurs paroles à cause de ça. Parce que il y a un moment, on devient nauséabond. Alors, on peut revenir dans le camp du bien, c'est possible, hein, mais il suffit de le dire clairement pendant plusieurs émissions. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas nazi, je ne suis pas antisémite, etc. Et ça, c'est le gros avantage et l'efficacité de cette diabolisation. Parce que parfois, on peut trouver ça ridicule, hein, cette diabolisation. C'est vrai que Claude Askolovitch, qui parle d'un interview d'une personne qu'il n'a pas lu et qui la critique déjà, il est ridicule. Mais en même temps, vous accumulez toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, vous vous retrouvez dans cette diabolisation. Au bout de... Clément avait déjà consacré une livraison hein, en septembre 93, justement, à C'est propos de un cette affaire thème de la récurrent, Rouge-Brun. hein. Voilà, la police de la pensée. Hein. Donc, C'était c'est au malheureusement moment pas de une l'affaire chose Rouge-Brun. Voilà, c'est un phénomène qui ne s'est pas arrangé. Loin de là, malheureusement. C'est un thème assez récurrent pour Éléments, puisque sous forme de boutade, on a eu le complot vert-brun que j'évoquais tout à l'heure, avec Antoine Wechter, qui avait été accusé d'avoir donné une interview dans Éléments et dans Crisis. Après, on a eu le complot rouge-brun. Et puis, donc, là, aujourd'hui, on va avoir le complot rose-brun. Alors, dites-nous davantage par rapport à ce qui compose ce dossier, hein, donc intitulé La diabolisation continue. Soyons complotistes. Voilà. Oh, complotiste, Non. c'est des grands mots. Oui, c'est surtout ridicule. Bien sûr. Tout simplement parce qu'on s'est intéressé depuis plusieurs numéros à ce qu'on a appelé donc la gauche populaire et à un certain nombre de sociologues qui nous semblaient intéressants,
qui nous semblait intéressant. Ça va de... Vous avez interviewé Guy Burustier, je crois, Voilà, déjà, dans le précédent Christophe numéro. Guilly, je suis désolé, je m'excuse auprès d'eux de les citer. On finit par s'excuser de les citer lors d'une émission qui se... Tout simplement parce qu'il nous semblait intéressant et surtout qu'il préparait finalement à 1 an, 2 ans, qui préparait la situation actuelle à l'intérieur du Parti socialiste, la recomposition à gauche, mais enfin bon, certain nombre de débats qui nous semblaient intéressants. Et on a vu des faits, à partir de là, on a senti, notamment grâce aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Il y a une campagne en gestation. Une campagne en gestation. Donc on l'annonce. D'habitude, on subit, on campagne. réagit. Et cette fois-ci, on a décidé de la devancer. Oui. Et donc voilà, bon, il n'y a pas que ça dans ce dossier. On intègre, bien sûr, on a fait une sorte de, on a évoqué donc cette situation-là, mais après on est allé plus en avant. On a une interview, enfin un entretien qui moi m'a beaucoup marqué avec Renaud Camus, qui alors. Lui, il a perdu des éditeurs, et puis il s'est fait plein d'amis depuis quelques temps. Voilà, lui aussi, un de plus. Mais alors, pour avoir travaillé sur ces livres, je me demande encore pourquoi. Enfin, c'est quand même absolument sidérant, parce que dans l'interview qu'il nous donne, il répond à un certain nombre de questions, notamment sur la question de l'antisémitisme, etc. etc. On a l'impression que les médias ont inventé un autre homme. C'est quand même très curieux. Non, mais bon, enfin, sur l'affaire Renaud Camus, je crois que Robert Ménard a répondu tout à l'heure. C'est que le jour où il a décidé de dire clairement je vote Marine Le Pen, ses éditeurs l'ont lâché. Non, je parle de grands remplacements alors là, aussi, évoquant l'immigration. Disons clairement que là, les éditeurs l'ont lâché. Et je pense qu'il y a eu un peu de provocation aussi de sa part à ce niveau-là. Il a joué le jeu, parce que Renaud Camus, c'est quand même un écrivain qui écrit depuis 20-25 ans, qui intéressait quand même très peu de gens. Faut quand même, il était considéré comme un très bon écrivain, une très belle plume, un peu comme Richard Millet. Ce sont des gens qui ont cette plume très classique et très littéraire, mais on ne s'intéressait pas trop. La preuve, le scandale de Renaud Camus, son premier scandale, son éditeur s'était même pas aperçu de ces pages-là. Enfin, c'est ce qu'il disait. Malheureusement, c'est quand même assez grave. Classique, c'est pas un précédent. Ce qui est assez grave. Et c'est vrai qu'on a pris cet exemple de la littérature. On parle aussi des nouveaux réacs à travers aussi le livre d'Elisabeth Lévy. Oui, ce qui nous a servi. En fait, le livre d'Elisabeth Lévy nous a servi un petit peu de fil conducteur. Et de la gauche populaire, parce que là, on a affaire à 3 affaires de gens complètement différents, mais qui, avec le même procédé, la même façon de faire les choses, on va les mettre dans cette fameuse diabolisation. Et vous avez du mal à vous en sortir. Vous ramez à contresens à chaque fois. Et ça, c'est terrible. C'est de la contamination. Alors, je sais que c'est pas très radiophonique, mais il y a un petit texte, vraiment, un petit texte d'Alain de Benoît. Il a écrit en 1994, c'est la Reductio ad Hitlerum. Oui, dans le recueil que je citais tout à l'heure, la Nouvelle Inquisition. Extrait de son contexte, déshistorisé, Hitler devient une réincarnation du principe d'Amalek, personnage biblique éternisé dans sa malfaisance. Le fascisme étant le mal absolu, contre le mal absolu, tout est permis. Quiconque a approché le mal, quiconque peut lui être assimilé, fût-ce au prix des procédés les plus captieux et présumé porteur du virus, chaînon d'une contamination diabolique. Et qui parle d'apaisement, de paix civile, de réconciliation est immédiatement dénoncé comme complice. À partir de là, le schéma est simple. Pour discréditer un homme, une idée, un mouvement, une école de pensée, il suffit d'accréditer son identification au mal. La méthode est d'autant plus rentable que le véritable nazisme a disparu. L'entreprise est sans le moindre risque. L'antinazisme à 40 ans de distance, c'est facile, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Ça rejoint les propos de Robert tout à l'heure, par rapport à la fameuse prise de risque que font pas mal de détracteurs et de sycophantes. J'aime bien le terme qu'a pris Alain Benoît pour désigner cette faune. Ça va même jusqu'à la contamination. C'est-à-dire que Pierre-André Taguieff, qui avait
qui était critique par rapport aux travaux de la Nouvelle Droite, qui était publié une monographie d'ailleurs, exactement, intitulée qui sur était la Nouvelle Droite. critique. On l'a accusé d'avoir été contaminé et d'être tombé amoureux, je cite entre guillemets, de son sujet. Parce qu'il dénonçait la pétition des vigilants. Non, c'était. Oui, mais il a publié dans Crisis aussi. Il avait bien été, sûr. Mais ou il a fait un ce que article dans la revue Crisis. On est là dans la pensée hygiéniste, c'est-à-dire que, et d'ailleurs les critiques, c'est il faut faire un cordon sanitaire. On emploie le des vocabulaire termes dit de bien, vocabulaire. le Carré médiatique emploie Jean-Yves Le Gallou dans Polémia. Mhm. Ce Exactement. carcan médiatique. Mais souvent, il me semble que les termes pour ne pas discuter avec tel et tel et tel, sont souvent des termes chirurgicaux. Moi, ça m'a frappé souvent. Absolument. C'est quand même Il y a très... aussi le syllogisme, c'est-à-dire vous aimez les chiens, Adolf Hitler aimait les chiens, tiens, c'est bizarre. La nazie, quoi. Il y avait des hébergés allemands. Ouais. Le faux syllogisme. Le faux syllogisme. Le syllogisme, mais ça aussi c'est un grand classique. Il y a plusieurs procédés qui devenaient récurrents. Et comme le montraient les deux livraisons d'éléments à pratiquement 20 ans d'intervalle, ne sont pas nouveaux, ne vont qu'en s'aggravant. Et surtout en étant le champ des cibles. Là, mon cher Robert, vous êtes malheureusement un des exemples qui montre que malgré votre passé, votre pédigré, si je peux m'exprimer ainsi, vous êtes en train de devenir un des baroudeurs d'un jeune cléric, si j'ose dire, Bob Ménard, face à tous les chacals de la sphère médiatique. Vous pouvez revenir dans le droit chemin. Moi, je me rappelle du dossier qui a Il été faudra fait... quand même donner pas mal de gaz. Alors, attendez, je me rappelle du dossier du Nouvel Observateur qui vous concernait, Robert Ménard, avec cet article magnifique d'Ariane Chemin qui commençait à dénoncer tous ces réactionnaires, je crois, il y a 1 an ou 2. Il y avait un petit encadré avec une sorte de mea culpa de Jean-François Kahn qui disait « Bah oui, c'est moi un peu pour certains, Oui, Elisabeth absolument. Lévy, etc. Je les ai lâchés et tout. Et puis J'aurais maintenant, pas dû, j'aurais pas c'est dû, pas je vais mon faire livre. n'importe quoi. » Et ça, c'est incroyable parce que là, on a senti chez Jean-François Kahn la peur que Marianne se retrouve diabolisée dans cette histoire-là. Sur le principe de la contamination. Pour revenir à des choses peut-être un petit peu plus positives, en ce qui vous concerne, Robert Ménard, on peut parler un petit peu de Vive l'Algérie française. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir, à part le fait que on est dans une période votre dernier coup de historique, colère, on est sur le 50e anniversaire de la fin de l'Algérie française. Là, c'est la conjonction de deux choses. Il y avait d'abord dans la même lignée du Vive Le Pen, c'est-à-dire l'idée que je trouve insupportable qu'il n'y ait qu'un discours sur l'Algérie. C'est-à-dire que vous demandez dans ma rédaction un invité sur l'Algérie. Benjamin Stora, tiens. Et voilà. Le lendemain, un autre invité, Benjamin Stora. Sur le lendemain, Benjamin Stora. Benjamin. Voilà. Et donc, je trouvais juste ça insupportable. Et penser surtout que Benjamin Stora a pas d'engagement serait quelqu'un qui, alors là, vous êtes plusieurs historiens, voilà, qui serait pas discutable. Juste, ça vous met en colère. C'est un universitaire, monsieur. Et oui, c'est ce qu'on me répond en général. Et donc, ça, Mais Lugard n'est pas universitaire, c'est vrai. Ça, c'est la première chose. Ça participait de mes coups de gueule à peu près quotidiens. Et ensuite, ça correspond aussi à quelque chose d'un peu différent, c'est que je suis pied noir, je suis né en Algérie, et que je voyais bien le 5 juillet arriver, puisqu'on l'a sorti pour cette date-là, où on allait parler de l'indépendance de l'Algérie, sans parler, ça n'a pas manqué, ou si peu, du massacre à Oran, où il se fait que mon père a failli être tué. Et que donc, c'était plus personnel. Et puis, c'était une espèce de, alors pour être totalement honnête, c'était une façon aussi de payer une espèce de dette à l'imbécilité qui avait été la mienne quand j'avais 15 ou 16 ans. En révolte un peu contre... Voilà, où j'avais honte que mon père était à l'OAS, où j'aurais bien passé sous silence le fait que j'étais pied noir, et que tout ça était stupide, que je me suis aperçu que dans ma vie, il y avait bien des pieds noirs qui étaient mes amis, que j'en ai marre de m'entendre. Je me rappelle d'un papier qui m'avait blessé. Il y a des papiers qui vous blessent. Moi, les choses me blessent facilement. Il faut dire, je suis comme les pieds noirs, un peu sensible à ça. Et il y avait un type qui avait écrit, d'ailleurs, j'en ai fait la tête d'un chapitre des livres que j'ai écrits il y a quelques années, où il avait dit, il avait un accent de plouc. Et ça m'avait blessé, vous avez compris, ça m'avait blessé parce que je m'étais dit, mais d'abord, c'est dégueulasse. Et ensuite, j'aurais bien été capable à 18 ans d'avoir honte de l'accent de plouc en question.
Et voilà, et ce petit livre, il est né de ça, et puis d'une rencontre avec Thierry Rolando, qui est le patron des cercles algérianistes. Voilà, le président de ce- Voilà, et moi, j'ai jamais été dans ces réunions-là. Et puis, il m'a invité, en raison ou à cause ou grâce, comme vous voulez, de Vive Le Pen à Perpignan en janvier. Il y avait une rencontre de cercles algérianistes, et il y avait 2000 ou 2500 pieds noirs. Moi, j'avais jamais mis les pieds dans des réunions de pieds noirs comme ça. Et puis, je me suis aperçu que j'en étais bouleversé. Que j'ai passé une journée à retenir mes larmes. Que j'ai entendu des gens, mais c'était sidérant. 50 ans après, et que ça renvoyait à ma mère et le fait qu'elle ait eu l'impression que sa vie s'était arrêtée en 62, que tout ça. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, au fond, il m'emmerde. Voilà, au fond, c'est pas plus intelligent que ça chez moi. C'est il m'emmerde, je vais faire ça. Voilà. Et puis je vais vous raconter une dernière anecdote. Vous savez, c'est un peu stupide, mais quand moi, j'ai 3 enfants à la maison, et je veux pas qu'ils ouvrent à n'importe qui. J'ai le droit de ça, comme plein de papas, et ma femme non plus. Et donc, on a un signe de reconnaissance, et le signe de reconnaissance, c'est... Je dis, c'est Algérie française. Voilà, et puis je me suis dit, merde, qu'ils aillent se faire voir, au fond, tout ça. Et puis je suis bien dans ce milieu-là, c'est mes copains, ils sont sympas, certes, ils portent des gourmettes, je n'en porte pas beaucoup, mais ça se résume pas à ça. Cuisine mieux le tagine que voilà, la femme, encore que j'en et sais que ma rien, mère mais- fait un couscous sublime, et que si vous n'aimez pas le couscous, et vous êtes Allez un vous faire voir. abruti, Voilà. voilà, et que voilà, et c'était tout ça, et que ça me fait plaisir de me retrouver avec eux, et que j'étais jeudi là pour le 5 le 5 juillet, j'étais à Alger. Pour une fois, j'ai pas fait mon émission en direct, j'ai enregistré Daniel Lefebvre avec un grand plaisir. Il savait pas qui c'était. Et donc, c'est un historien. En plus, il est amusant, Daniel Lefebvre, parce qu'il vient du marxisme. Il a quitté le PC sur la base, on ne touche pas à la dictature du prolétariat. Je veux dire, il était proche d'Althusser et tout ça. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, il écrit des trucs absolument incroyables sur l'Algérie. Il est un des rares avec d'autres, Jean-Jacques Jordi, ou d'autres, comme on cite dans Média. Voilà, et que ça me faisait plaisir de faire tout ça. C'est une revanche personnelle, vous avez compris. Je n'essaye pas de l'habiller de grande considération. C'est un chemin de fidélité surtout. qui est tout Ouais, le temps. voilà. Et puis mon Et père est puis, mort il y a bon. 30 ans, et je crois que ça lui ferait plaisir de savoir que son fils, il n'a pas honte de ses engagements-là. Écoutez, je préfère des gens qui s'engagent comme ça que des gens qui s'engagent jamais. Je déteste au fond ça. Ben, Au vous fond- êtes avec des gens engagés Mais autour de ce micro, mais hein, vous l'avez sauf pu que ça me comprendre. fait faire des Voilà. conneries, parce que je me mets à défendre Mordicus, si j'ose dire. Oui, Défendre c'est Mordicus. votre Ouais, des gens juste parce que c'est des parias, alors qu'il peut s'avérer que c'est des types sans aucun intérêt, et tout ça, et comme ça, juste par une espèce de... Bon, avec la pratique, on arrive à faire preuve de Ouais, plus mais j'en ai de pas choix ou beaucoup de de discrimination pratique. positive, pour le parler comme ça, mais bon. Je sais pas, je suis maladroit dans ce domaine-là. En tout cas, je voudrais vous dire que nous sommes très honorés de vous avoir reçu aujourd'hui. Hein. Je suis Pour nous, gentil vous que incarnez vous le disiez. vraiment du courage, de l'intégrité, de la sincérité. C'est de plus en plus rare déjà dans notre monde, mais en plus dans le milieu de la jungle que vous parcourez encore aujourd'hui, et on espère encore plus longtemps possible, malgré ces épées Damoclès qui vous tombent sur le visage. Et malheureusement, il y a fort à parier, bon, on va pas vous sauter des malheurs, mais ce n'est peut-être pas terminé. En tout C'est cas, pas le moment. nous, Ah ouais. non, c'est clair. Nous, c'est un univers qui nous est familier. Ça fait plusieurs décennies pour certains d'entre nous que nous le parcourons. Le monde des maudits, des réprouvés. Bon, mais nous sommes aussi engagés. Nous respectons profondément aussi le vôtre. En tout cas, aussi cette défense absolue et inconditionnelle de la liberté d'expression, qui est aussi notre choix à Méridien Zéro, hein, la voie de la véritable dissidence, en tout cas d'une rébellion bien pensée, pas cette pseudo-impertinence, notamment que vous dénoncez dans le dernier numéro de Média, hein, en interviewant un auteur qui a publié un ouvrage sur ce sujet, hein, la pseudo-impertinence, notamment de ce fameux esprit canal,
Attendez, je retrouve un peu les pages. Comment s'appelle-t-il, ce monsieur ? Sur la Vendée. Non, pas sur la Vendée, sur l'impertinence, sur le comique obligatoire. Ah Bon, oui, absolument. Voilà, bon, c'est ça un va très me beau revenir, livre. bon. Excellent. Faut le Ça citer, me faut donne- le citer. Voilà, ça me donne envie de Faut le lire. Il faut lire le livre, il est Voilà, très très faut lire bien. le il est livre, très, ça très bien. m'échappe. Bon, ça va, Je peu vais importe. le trouver. Allez, on va- C'est bon, j'y suis. Homo, c'est un ouvrage qui s'intitule Homo comicus ou l'intégrisme, la rigolade. Absolument, c'est De très bien. François Livonnet, Voilà. aux éditions Mille et une nuits. Voilà, là on fait cette fameuse impertinence ou pseudo-impertinence qu'on évoquait tout à l'heure, et plus que jamais à l'ordre du jour, et je crois que là aussi il s'agit de dégonfler ces baudruches qui aujourd'hui obscurcissent et parasitent le paysage audiovisuel français, et pas uniquement français d'ailleurs, mais avec une particularité, une singularité malheureusement française. Très rapidement, Georges, non, un petit mot. Alors, rappelons Robert Ménard, que vous venez de publier aux éditions Mordicus, vos premières éditions, en collaboration avec Thierry Rolando, un Vive l'Algérie française, là aussi avec un point d'exclamation, donc un des coups de colère que nous recommandons à nos auditeurs. Vous aviez publié précédemment avec votre épouse Emmanuelle Duverger, donc le Vive Le Pen, également aux éditions Mordicus, et la fameuse revue Média, à laquelle on voudrait souhaiter longue vie, malgré les menaces qui pèsent sur elle, dont le dernier numéro 33 de l'été 2012, est titré « 74% des journalistes votent à gauche ». On avait commencé à le remarquer, mais surtout avec des entretiens passionnants. Donc François Livonnet, qu'on vient de citer, Alain Benoît, que j'ai signalé tout à l'heure, Elisabeth Lévy, Rénal Séché, et Patrick Sébastien aussi, je vois. Donc vraiment Ouais, là, un avec panel d'emploi. Bernard Lugan dans l'avant-dernier numéro. Donc une revue aussi à acheter, à lire et à soutenir, tant que faire se peut, en tout cas, tant qu'elle paraît, et on lui souhaite longue vie. Le dernier numéro d'Éléments, Éléments numéro 144. Donc, il est demain en kiosque. Hein. demain en kiosque, et en kiosque de... En kiosque demain. Demain, si vous le dites, mon cher Patrick. Ah oui. Donc, numéro 144 de juillet-septembre 2012, donc avec un dossier intitulé La diabolisation continue et une couverture donc que vous ne pourrez pas rater, en tout cas dans les rayons de votre maison de la presse favorite. C'était Monsieur PGL qui était à la barre de cette émission ce soir, avec la complicité de Laure Tesla à la technique, Jean-Louis Roumegas et Georges Fedentracol à ma gauche, et surtout nos invités, Robert Ménard d'Infodébus, que nous remercions, Pascal Esséric et Patrick PL pour la revue Éléments. Plus que jamais, la guerre culturelle continue, à l'abordage, et pas de quartier.